Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place désormais à notre grand angle. Nous sommes le 7 septembre 2017 et le 7 mai 2017, il y a tout juste 4 mois, Emmanuel Macron devenait à 39 ans seulement le plus jeune président de la République française. Mathieu Magnodex, journaliste à Mediapart, raconte les coulisses de cette victoire dans le livre intitulé « Macron et compagnie, enquête sur le nouveau président de la République ». Mathieu Magnodex est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre livre est publié aux éditions Don Quichotte. On va commencer par l'actualité. On le disait dans la première partie, Emmanuel Macron est en visite en Grèce, d'où il a réagi à la tragédie qui frappe les Antilles françaises notamment. On le voit ici à l'image avec le Premier ministre grec, Alexis Tsipras. On va parler du fond et de l'objet de cette visite du président français. Mais d'abord, sur la forme, nous n'avons pas l'image, mais certains éditorialistes français parlent déjà de Jupiter à Parthénon. Oui, parce que je crois qu'il va parler devant le Parthénon, qu'il est en train de parler devant le Parthénon, symbole de la démocratie athénéenne, bien sûr. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque Emmanuel Macron aime beaucoup les symboles, il aime beaucoup les images fortes. On se rappelle bien sûr de son discours de victoire, le soir du 7 mai, devant la pyramide du Louvre, une sorte de message à la fois envoyé au monde et en même temps plein de clins d'œil aux différentes histoires de France, enfin aux différents épisodes de l'histoire de France qui se sont passés au Louvre. Et tout au long de l'été, depuis qu'il a été élu, finalement, il a été beaucoup dans les symboles, parfois beaucoup plus anodins, comme un jour, il se présente en sous-marinier le jour même du discours de politique générale de son Premier ministre, habillé comme un marin d'un sous-marin nucléaire. Un autre jour, il est en aviateur style Top Gun, un petit peu. Et il aime beaucoup ça, et ce n'est pas du tout étonnant, puisque Emmanuel Macron accompagne souvent son discours tout simplement de beaucoup de communication et ça a été d'ailleurs une des raisons finalement de sa marche un peu vers le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a installé une sorte de storytelling, comme on dit, de récits comme ça, que les médias étaient priés de suivre. Et il faut bien reconnaître qu'un certain nombre l'ont suivi. Voilà, on a essayé peut-être modestement de faire un peu différemment. En quoi elle peut l'aider, cette visite en Grèce, alors qu'il est en chute dans les enquêtes d'opinion en France? Je crois qu'en fait, il renoue là avec une des promesses, un des débats de la campagne très important, qui est la question du débat européen, qui a peut-être été éclipsé par d'autres affaires ou des choses comme ça, mais c'était quand même très important à l'intérieur de cette campagne. Il veut réveiller l'Europe, dit-il. Voilà, il dit qu'il veut réveiller l'Europe, et on est dans un moment très particulier où il veut réveiller l'Europe, et en même temps, il ne veut pas, même s'il dit qu'il la veut, mais visiblement pas tout à fait quand même, de confrontation, en tout cas, avec la politique ordolibérale allemande. Et donc, il veut envoyer quelques signaux. Aller en Grèce, évidemment, qui est la première victime de l'austérité européenne et du FMI, ce n'est pas un hasard. Il dit, je crois, dans le discours qu'il a prononcé, qu'il faut que le FMI ne soit plus en Europe, par exemple. Mais en même temps, eh bien, il ne remet pas en cause, par exemple, l'objectif des 3%. C'est pour ça, je rappelle que cet été, il y a eu un certain nombre de coupes budgétaires qui ont été annoncées, parce qu'il faut vraiment faire de l'austérité pour finalement réussir à tenir l'objectif des 3%. Et donc il y a là une sorte de en même temps, là encore, dans ce discours sur la politique européenne, qui est parfois, qui pose des questions. Par exemple, un seul exemple sur la question de la régulation financière ou de la taxe sur les transactions financières. C'est un peu passé inaperçu cet été, mais la France a vraiment tué la taxe sur les transactions financières en Europe cet été, et Emmanuel Macron était déjà élu. Alors comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron soit en baisse dans les enquêtes d'opinion? Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons politiques, en fait. C'est que Emmanuel Macron, toute sa campagne, je l'ai dit à l'instant, est sur cette idée du « en même temps ». C'est-à-dire, on va libérer mais protéger. On va déverrouiller, comme il dit, mais en même temps garantir que les plus faibles soient la flexi-sécurité. La fameuse flexi-sécurité. Et ce qui apparaît depuis les premiers mois de son gouvernement, les actes finalement, la réalité, la monnaie sonnante et trébuchante depuis qu'il a été élu, eh bien ce sont des politiques qui ont l'air plutôt de flexibiliser, de créer plus d'austérité. Et bien sûr, il y a ces coupes budgétaires dont j'ai parlé, il y a la question des APL, qui est, on va dire, c'est 5 €, c'est symbolique, c'est d'ailleurs ce que disent ses proches. L'aide personnalisée au logement. De l'aide personnalisée au logement en France, bien sûr, mais ce n'est pas symbolique, c'est-à-dire ça a eu un effet dans l'opinion très important.
temps, effaçant d'ailleurs d'autres choses probablement, mais en effet, c'est très fort. Alors, ce qui est intéressant... Et donc c'est le sentiment que, eh bien, et puis il y a la question de la réforme de l'ISF qui va arriver, l'impôt sur la fortune en France, qui, beaucoup d'instituts économiques l'ont dit, et va favoriser quand même les plus aisés. Et donc il y a le sentiment, et avec cette loi sur le travail notamment, que c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup pour les plus aisés, et peut-être pas beaucoup, pas assez en tout cas, pour les plus modestes. Dans votre livre, Mathieu Magnodex, vous nous plongez dans la galaxie Macron. Vous expliquez, vous avez en tout cas enquêté sur ce que l'on ne sait pas forcément, sur la mécanique cachée, sur les ressorts que l'on ne connaît pas forcément de cette ascension. Comment est-il parvenu en si peu de temps? Rappelons qu'il a lancé le mouvement En Marche au printemps 2016. Comment a-t-il fait pour atteindre son objectif? Rappelons surtout qu'il n'était inconnu des Français en fait il y a 3 ans. Donc pour la première fois, on avait l'habitude d'élire des présidents qui avaient derrière de longues carrières politiques, qui étaient connus, qui avaient même fait tous les grades de conseiller municipal, maire, élu, député, etc. Et des longues carrières comme ça d'élection. Je pense que là, évidemment, l'élection d'Emmanuel Macron marque la fin de ce cycle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnages comme ça qui font irruption sur la scène politique française et qui finalement, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays, en Italie, avec Silvio Berlusconi, des gens qui avaient des ressources dans d'autres domaines, notamment le domaine économique, et c'est un peu la même chose avec Emmanuel Macron. Vous rappelez qu'il a été banquier d'affaires. Il a été banquier d'affaires chez Rothschild, et puis secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc c'est pas un novice en politique, mais c'est quelqu'un qui a maximisé en fait un certain nombre de ressources et finalement mis en commun comme ça, fait en sorte que beaucoup de gens le soutiennent, l'aident. Vous dites beaucoup de gens, il y a Macron et compagnie à la une de votre livre. C'est quoi? Et compagnie, c'est l'idée quels sont ces réseaux qui l'ont aidé? L'idée, c'était de définir la géographie du monde de Macron, qui est un monde finalement assez homogène en termes de classe sociale. Il est encore autorisé de parler de classe sociale aujourd'hui, et c'est vrai, c'est un monde assez homogène en termes de classe sociale. C'est un monde plutôt éduqué, plutôt blanc, même si évidemment, c'est pas si simple toujours, mais plutôt notamment dans l'entourage très proche. C'est plutôt ça la réalité. Très éduqué, etc. Tout comme à l'image des nouveaux députés, par ailleurs, qui représentent une diversité, c'est vrai, plus de jeunes, plus de femmes, et c'est la première fois qu'on a autant de jeunes et autant de femmes dans l'Assemblée, et on le doit en grande partie au groupe majoritaire qui est le groupe En Marche, pas seulement à lui, mais aussi à lui. Mais c'est quand même une grande homogénéité sociale. Donc moi je résume ça en disant c'est la République des gens qui vont bien d'une certaine façon. Mais en même temps, en France, aux législatives en juin, eh bien il y a 57% des gens qui n'ont pas voté. C'est énorme en fait. C'est 27 millions de gens qui ne se sont pas déplacés aux urnes, 4 millions de personnes qui ne sont pas allées voter ou qui ont voté nul ou blanc, et 20 millions seulement qui ont voté. C'est dire qu'il y a une partie de la France qui hésite par rapport à ce président et ne se sent pas reconnu. Il a bâti un mouvement politique, on a le sentiment, qui est plus une entreprise qu'un mouvement politique. Vous parlez d'ailleurs, vous, de politique des algorithmes. C'est quoi au juste? Oui, je vous dis ça parce qu'en fait, moi, je suis journaliste économique à la base de formation, et je suis maintenant journaliste politique, et quand j'ai découvert un peu la galaxie Macron il y a 1 an tout juste, j'ai été surpris par finalement la proximité avec une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise cotée au CAC 40 d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous avez un patron qui est très vertical dans sa gestion, même s'il dit qu'évidemment c'est mutualisé, que c'est un grand mouvement populaire, c'est quand même extrêmement vertical En Marche, ça repose beaucoup sur lui, y compris il est le produit principal, il est la tête de gondole, et finalement on parle beaucoup de process, on parle beaucoup de benchmark, on parle beaucoup de process qui sont vraiment industriels dans En Marche. Donc c'est aussi une des raisons du succès, c'est-à-dire que dans un monde politique qui était relativement délabré, pour plein de raisons, peut-être que c'est temporaire, peut-être que la droite et la gauche, ce n'est pas si mort que ça finalement. On le verra dans les années à venir. Est-ce qu'il a gardé cette manière de procéder en tant que président de la République? Je crois qu'il essaye, et justement, ce qui est compliqué, c'est que la réalité du pouvoir, c'est pas juste En Marche avec un entourage de 6 personnes et finalement profiter de situations politiques qui lui sont favorables et qui font qu'à la fin, avec beaucoup de rebondissements et une sorte de, il faut le dire quand même, cabotage de gauche à droite en fonction des circonstances, y compris pendant la campagne. De zigzag dans votre livre. De zigzag, voilà. Et notamment sur la base des sondages d'opinion, qui ont été très importants, d'où le fait qu'aujourd'hui, savoir qu'il commence à chuter dans les sondages doit probablement pas être quelque chose de très confortable, parce que c'est véritablement la boussole, les sondages, pour l'équipe d'Emmanuel Macron. Et donc voilà, aujourd'hui c'est plus compliqué, et on voit bien d'ailleurs que une de ces difficultés, c'est si on pourrait dire le portage politique de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que
qu'aujourd'hui, autour d'Emmanuel Macron, les ministres, franchement, je pense que 95% des Français ne les connaissent pas. Peut-être ils en connaissent un ou deux, notamment les anciens, comme Jean-Yves Le Drian, mais peut-être pas les nouveaux. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, est relativement transparent. Donc, il reste le personnage central. Mais maintenant, le personnage central pour diriger la France, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà, ça explique probablement aussi ce à quoi on assiste actuellement. Quel est son point faible, sa faille ? Moi, je pense que son point de faible, c'est le rapport à la réalité. Je crois que, on le voit bien, hein, Emmanuel Macron a une très haute idée de lui-même. Il s'aime beaucoup. Il pense qu'il est finalement le seul, d'une certaine façon, à avoir le cap, à finalement incarner ce que la France veut en ce moment entre finalement le passé et la tradition son héroïsme française. à la politique, voilà, a-t-il dit dans un voilà, hebdomadaire. Et puis régler les problèmes, régler les solutions. Et je crois que ce rapport au réel, là, ça va être le principal défi de ce quinquennat, et on se demande si il l'a toujours ou s'il l'a jamais eu. Son point fort, pour finir ? Son point fort, c'est cette capacité à s'adapter tout le temps. Ça a été le point de fort de la campagne présidentielle. Je ne suis pas sûr que ça suffise aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu Magnodex, avec la rédaction de Mediapart. Macron et compagnie enquête sur le nouveau président de la République. Préface signée Edoui Plenel, c'est aux éditions Don Quichotte. Merci à vous Mathieu.